Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute exceptionnelle et particulière, puisque je n'ai rien entre les mains. Et nous sommes avec un invité spécial qui a quasiment rien à nous vendre, c'est Monsieur Philippe Despalières. Comment vas-tu bien, Philippe? Très bien. Nous sommes là pour papoter, comme on l'avait fait il y a quelque temps, autour de l'année 1986. Nous sommes là pour parler de l'année 2002, c'est une année qu'on a choisie comme ça. Ouais. Et celui qui a d'énormes souvenirs sur 2002, celui qui est le spécialiste de l'année 2002, c'est le Dr Mops. Comment ça va bien, Dr Mops? Il a une obsession. J'ai noté quelques trucs parce que ma mémoire n'est pas très bonne et surtout la chronologie, c'est pas toujours. Comment vas-tu bien? Bah, ça va bien, moi non plus, je n'ai rien entre les mains. Certains diront que je n'ai rien entre les jambes non plus, mais ce sont des médisants. Exactement. Donc, on a décidé de faire une petite spéciale, parce qu'on était venu de manière impromptue il y a quelques temps, et on avait parlé de 1986, et il s'est avéré que ça avait beaucoup plu aux gens. Voilà. Et donc, tu es revenu, et tu nous as dit, bah, moi, je ferais bien une nouvelle année. Une autre année. Voilà. Et là, on a décidé comme ça, je ne sais pas pour quelle raison, tu avais envie de parler de 2002. Moi, je t'ai proposé une année de merde ou une bonne année, et puis finalement, on a pris la bonne année. Voilà, on fera l'année de merde plus tard. Et donc, cette bonne année, c'est 2002. Ouais. Alors, pourquoi 2002? Qu'est-ce qui se passe en 2002 pour moi déjà? Oui, voilà, c'est parce que nous, après, on dira ce qui se passe pour nous, mais pourquoi 2002 pour toi? 2002 pour moi, je viens de vous rencontrer. Quasi, oui. Fin 2001. Décembre 2001. Ouais. Pour mon anniversaire. Voilà. Un peu avant, je crois. C'était, mais pas loin. Mon anniversaire est en décembre. Ah, donc pour vos anniversaires. Je viens de vous rencontrer. Vous êtes un site débutant et je suis un éditeur débutant, mais quand même un auteur depuis un certain temps. Et comment tu nous découvres? Parce qu'en fait, en gros, nous, on a ouvert en 2000. C'était un site qui parlait d'Orléans, de la ville d'Orléans, avec des reportages sur la ville. Et on parlait de cinéma, de musique, parce qu'avec le Mops, on avait une émission sur le cinéma, sur une émission de radio. Et il y avait une partie consacrée au jeu, qui était intégrée à Orléans. D'accord? Et en 2001, on a extrait, parce qu'il y avait trop de monde qui venait, qui comprenait plutôt ce que c'était qu'Orléans, on a extrait cette partie de jeu qui s'appelait Trick Track, qui était toute verte. Donc c'est là que tu as commencé à nous découvrir? Non, il y a un certain Marc Nunez, on revient toujours, oui. qui avait monté sa boîte et qui connaissait pendant un certain temps tous les vendeurs de boutiques de la France, et notamment les vieux cons, et qui me dit, il y a un gars, le gars McLean, il est sympa, il achète mes merdes quand je lui fourgue, il a fait un site avec un petit copain. Au physique extrêmement agréable et attenant. Non, je me rappelle de petit. Ah d'accord, ok. Et va les voir, ils sont à Orléans et ils sont cool. Va les voir. Moi, je ne l'avais jamais rencontré, Marc Ness, à l'époque. Toi, tu le connaissais au téléphone? Oui, je le connaissais. Non, on s'était déjà rencontrés. Voilà. Moi, je ne connaissais pas. Et il me dit, le gars McLean, c'est un mec chouette, vas-y, il est sympa. À l'époque, Marc Nunez s'occupe encore de l'aspect commercial, et donc j'ai des souvenirs de 2 heures de téléphone avec lui pour que j'achète 4 livres de jeux de rôle plutôt que 2. Des petits ruisseaux font les grosses rivières. Et voilà. Et donc, il te dit, va les voir. Et il me dit, va les voir, ils sont sympas. Je viens de sortir un jeu qui s'appelle vaguement Les Loups-Garous de Tierce-Lieu. Il est dû sortir en octobre 2001. Et j'essaye de me battre pour en vendre 3 ou 4. En fait, au moment où je vais vous voir, on est en rupture de stock. Et je suis invité dans un café d'un copain de Mops. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a organisé les soirées jeux. Les soirées jeux, tous les premiers vendredis du mois. Voilà. C'était dans un café littéraire qui avait cette particularité de servir du café et de proposer de la littérature. Voilà. Et le Mops connaissant Monsieur Alexandre, qui s'en occupait, et il avait organisé des soirées là-bas. Donc nous, on se pointait avec nos sacs de jeux. On ramenait des tonnes de jeux qu'on avait eu via Trick Track, qu'on achetait, que le Mops possédait. Et on expliquait aux gens qui voulaient... Chacun pouvait venir avec ses jeux. Chacun amenait ses jeux. Et il y avait une bonne bande d'une cinquantaine, ou je sais pas, entre 30 et 50 tu arrives personnes. aux alentours de la 10e fois, je crois, ça faisait un an. Et vous aviez la gentillesse de me dire que ça se terminait souvent par un loup-garou en fin de soirée à ce moment-là. Et qu'il y avait une grosse tricheuse dont nous tairons le nom, qui regardait, qui ouvrait les yeux la nuit. Exact. Je me rappelle de cette... Je sais que j'arrive avec le proto de La guerre des moutons. Exact. Tu viens nous voir, un auteur... Alors nous, on connaissait un auteur de la région, Dominique Erard, qui était venu plusieurs fois. On était déjà très en contact avec Dominique. Avec Christophe Bollinger, mais qu'on ne connaissait pas pour de vrai. Et Mathieu Despnous. Voilà. Et toi, tu arrives avec... Mais toi, tu connaissais mes jeux quand même. Tu connaissais quelques-uns de mes jeux. J'étais là depuis un certain nombre d'années. Armada, tout ça. Et tu déboules avec ton prototype, et La guerre des moutons. Et le loup-garou qui vient de sortir. Démarrer assez correctement. Et là, on est, au début des années 2000, donc 2001. Et là, il m'arrive que des trucs extraordinaires. Le secteur s'installe. Moi, je viens de
je viens de me taper des années de vache maigre assez folles, sur lesquelles on reviendra une autre année. Et je suis directeur de collection encore pour quelque temps chez un jeune éditeur canadio-israélien qui s'appelle Foxmind. Qui existe toujours. Qui existe toujours, où je sélectionne 2 jeux pour lui. Un qui va s'appeler Squad 7, d'un certain Roberto Fraga, qui n'a édité qu'un seul jeu à l'époque. Qui n'existait pas. Qui a édité le fameux jeu qui se passe le Dragon du Mekong. Et un autre jeu de Dominique Erhardt qui s'appelle Crazy Circus, qui va peut-être ressortir, d'après ce que j'ai compris. Et je fais ça pour manger parce que j'ai plus grand-chose à manger, en fait. Hein. Et en attendant, j'ai quand même mis tous les sous qui me restaient dans ma maison d'édition. Je viens de sortir Les Loups-Garous. Et Asmodée, ça fait 2 ans et demi qu'il traîne pour publier La Guerre des Moutons, j'en ai ras-le-bol. Surtout qu'entre-temps, sort un petit jeu qui s'appelle Carcassonne, qui me fout les boules jusque-là. Alors on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas La Guerre des Moutons et Carcassonne, sont à peu près sur un principe. Sont dans la même famille de jeux. De dominos où on pose des tuiles qui sont... Ce qui m'a énervé, c'est que plus tard, les gens ont dit La Guerre des Moutons, d'après Carcassonne. Ouais, alors que pas du tout. Tu commences à être... parce que moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je bosse dessus. 2 ans que c'est signé chez Asmodée. Et Asmodée qui fait oui, on va le sortir. Et à ce moment-là, sort machin, ça m'énerve un peu. Et sort La Guerre des Moutons en mars 2002. Après que tu sois venu nous montrer. Tu es venu nous montrer en décembre 2001. Alors, je l'ai montré en proto. Je lis un petit article pour dire que ce mec ne dit pas que des conneries. Il faudrait que tu retrouves l'article. Il y a un article où il y a marqué « Ça sent le futur bon jeu » ou quelque chose comme ça. Il a à ce moment-là une espèce de genre... De sentiment, ça va faire un carton. Flair. Et alors, ça nous est arrivé quelquefois, l'inverse aussi. Mais on en est tous là. Mais moi, en tant que... auteur ou éditeur, tu te sens rassuré. Je lis ce truc-là et ça me plaît. Et on savait y faire à l'époque. Ouais, c'est fini ça. Le jeu sort et c'est un carton. Et ça fait longtemps que j'en ai pas eu de carton. Et je viens d'avoir le Loup-Garou et là, à quelques mois, c'est un carton. Et tout de suite, il y a énormément d'exemplaires. Ça marche tout seul. Je travaille avec 2 autres personnes là-dessus. François Bruel, qui était ton voisin à Tiercelieu. Qui était mon voisin à Tiercelieu, et Caroline, ma chérie. Et à 3, on fait carrément le jeu pour Asmodée. D'ailleurs, à l'époque, Marc me dit « T'es sûr que tu veux qu'on l'édite ? En fait, maintenant, t'as ta maison d'édition. » Je lui dis « J'avais dit que c'était toi, c'est toi. » Évidemment, 5 ans après, je lui dis maintenant, c'est nous 2, parce que quand même, voilà. Et en fait, je crois que ce qu'ils ont fait Asmodée sur ce jeu, c'est qu'ils ont... Ils vont m'entendre. Hein. Sans doute. Ils ont rajouté le logo parce qu'on ne l'avait pas. D'ailleurs, nous, c'était nos premières problématiques de fiches de jeu. Il y avait la boîte, on faisait des fiches par jeu, puis d'un seul coup, on avait une boîte où il n'y avait pas le logo Asmodée, puis le logo Asmodée est arrivé. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Alors les collectionneurs ont commencé à nous dire ouais, mais moi, je ne sais pas celui-là que j'ai, c'est celui-là. C'est d'où la naissance des fiches. Celui que vous avez n'a jamais existé, en fait, parce que Marc Nunez a trouvé que le chasseur n'était pas très vendable à Madame Michu, et donc on a changé la tête du chasseur. C'était un bordel innommable. Voilà. Écoute, c'est un succès très vite. Asmodée, alors évidemment, ça conjugue avec le fait qu'Asmodée commence à grossir. Surtout à travailler le jeu de société, puisqu'avant ils étaient plutôt jeu de rôle, jeu pour vraiment très gamer, enfin du sur-millennium, quoi. Et là, ils commencent à voir que ça peut être intéressant. Et je sais pas, dès la première année, et c'est quand même incroyable ce jeu, donc il a maintenant bientôt 14 ans, il vend 20 000 exemplaires dès la première année, alors que Loup-Garou, la première année, il fait 3 000. Ouais. Puis il faut replacer dans le contexte, 20 000 exemplaires au début des années 2000, c'est colossal. C'est juste colossal. Ouais. Parce que, on va replacer, Asmodée commence à grossir, tu le dis, il bascule du jeu de rôle au jeu de société. Internet balbutie. La DSL est arrivée en France aux alentours de 2000, au milieu des années 2000, enfin de l'année 2000. Donc les gens surfaient, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Les sites Internet, il y en avait quelques-uns. Nous, on débutait. Et en plus, les sites Internet,
Internet, c'est pas pour la guerre des moutons. Non, c'est-à-dire que c'est des gros gamers. C'est un jeu où les gamers d'Internet, autant Loup-Garou, ils ont changé leur fusil d'épaule, parce qu'ils ont toujours dit que c'était extraordinaire jusqu'à ce que leur petit frère y joue, et là, ça devenait nul. Alors que la guerre des moutons, dès le début, ils font « ouais, pour ma copine, c'est pas mal ». Et donc, sur un site comme Trick Track, il y a quoi? On va dire en 2002, il y a peut-être 1000 personnes par jour qui passent, grand maximum. Tu vois, donc c'est pas... C'est pas Trick Track. La guerre des moutons, c'est pas Trick Track. Autant, je crois qu'on s'est vraiment aidés tous les deux avec Loup-Garou et Trick Track qui montent en même temps. Ouais, bien sûr. Mais autant la guerre des moutons... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pas justement, sur Trick Track, on n'était pas très nombreux et le jeu fait quand même 20 000 exemplaires. C'est colossal. Alors, on gagne le jeu de l'année. Alors c'est pareil. Il ne faut pas oublier, le jeu de l'année, c'est quoi? Au départ, il y a un certain nombre de gens, dont un Mathieu Despnous qu'il faut reconnaître. Qui déjà gueulait. Qui gueulait contre tous les prix et qui décide d'en créer un ou de favoriser. C'était un peu plus compliqué que ça. C'est l'année où il y a 2 papes. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros... Non, mais parce qu'il y a une bande d'internautes. Oui, on était dedans. Il y a Martino qui est dedans. On y était. Il y a Hafner. Ça s'est passé sur un newsgroup. Voilà. Et il décide de créer un... Il y a Alain Rivollet qui devient le président. Alain Rivollet qui vient d'être récompensé cette année pour son jeu. Et qui, à l'époque... Il crée l'AFPEJ. Les discussions sont simples. Parce que sur Internet, ce qui se passait, c'est que tous ont regardé vers le Spiel. Oui. Cannes existait, mais tout le monde se foutait de Cannes. Le prix n'était pas ce qu'il est à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en gros, à Cannes, ça se passait comment? C'était le moment où on commençait à dire aux gens du milieu et à Cannes, les gars, parce il faut faire quelque chose. Il faut. Moi, je commençais à vous connaître et je me suis dit, putain, ça, c'est vraiment une chance. Et donc, il y avait. On vous présente à. C'est après ça. Cannes. Mais d'abord, c'est la même année. À peu près. C'est l'année d'après. Parce que. C'est 2002. Alors que l'AFPEJ, c'est 2001 qui se crée. Le truc, c'est ce qui se passe, c'est que les sites internet, il y en avait plusieurs, il y avait Ankou, il y avait Trick Track, il y avait etc. Il y avait un newsgroup sur lequel on papotait, c'était pas un forum, c'était un truc sur un newsgroup, ce qu'on appelle les newsgroups à l'époque, et on discutait de vouloir, nous aussi, un prix, sachant que Cannes, on s'en foutait, parce que tu présentais ton jeu, tu payais 1000 boules. Cannes était très décrié à l'époque. Voilà, il récompensait les mecs qui avaient payé. Ça avait très bien fonctionné, et d'un seul coup, on s'en foutait. On sent qu'il décroche. Et donc les joueurs voulaient... Et l'ensemble, c'est-à-dire le prix merdait, mais le salon n'avait plus de participants, les éditeurs n'y allaient plus, etc. Et il ne faut pas oublier aussi que le milieu était en crise. Voilà. Et les joueurs voulaient un prix, parce que c'est souvent les joueurs qui veulent un prix pour joueurs. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont envie, donc ils se remuent. Et il s'est passé de grandes discussions sur ces forums pour savoir comment faire, pourquoi faire. Il y avait de l'animosité entre plusieurs sites. Nous, on était au milieu. Et nous, on ne s'entendait pas vraiment très bien avec toutes ces discussions qu'il y avait, parce que c'était un peu le Bronx. Tout le monde voulait tirer la couverture à soi. Et c'est là, comme nous, on a créé les Trick Track d'or en 2001. Oui. Parce que il y a eu plaisanterie. Voilà, c'était une plaisanterie. Parce qu'il y avait plusieurs volontés. Il y avait la volonté d'un site qui s'appelait Ankou de créer un site. Je peux faire une parenthèse. Les Trick Track d'or. Vous créez ça en 2001. Ouais. C'est d'ailleurs aussi pourquoi je vous ai rencontré. Parce que je vois que Loup-Garou est sélectionné. Oui, bien sûr. Et qu'il est 4e. Et à ce moment-là, il y a une petite référence de Fall, qui ne fera plus jamais ça, et qui dit on pourrait faire un prix enfant parce que les enfants l'ont plébiscité. Mais ils l'ont fait 3 ans. Ouais. Et les enfants ont donné le Trick Track d'or 3 années d'affilée, c'est vraiment que jouer. Donc, comment naît l'AFPEJ, pour lequel tu vas recevoir, parce que tu as eu le premier prix de l'AFPEJ, c'est qu'il y a cette grosse discussion. Il y a un site internet qui s'appelle Ankou qui crée les net-jeux, il voulait un prix du net, ou qui regroupait tous les sites, mais nous, on est un peu provocateurs et on déteste tout ce qui est fédération, corporation, machin. Puis même leur discours ne nous plaisait pas, on crée en face les Trick Track d'or pour faire notre prix à nous international. On a déjà été échaudé par quelques réunions où on essaye de faire une espèce de confédération du jeu entre les différents sites internet, entre les différents acteurs, et les quelques réunions laissent entendre que, en gros, celui qui prend la parole dit bon, il faut vraiment qu'on fasse des choses tous ensemble, ce qui est vraiment légitime, et c'est moi qui vais organiser tout ça. Voilà. Et nous, bien sûr, forcément, on dit non. Voilà. Donc, dissension. Mais malgré là-dessus, je crois que j'ai lancé une bonne année. C'était une très bonne année. Et sur ce, quand on voit le prix du net qui est un prix du net, les Trick Track d'or qui est une potacherie pour nous pour déconner, il y a quand même des gens sérieux, Alain Rivollet comme tu l'as cité, Adrien Martineau, etc., Mathieu Despnous qui voulaient un vrai prix, le jeu de l'année. Parce que nous, c'était un truc de potache,
qui concernait notre site. Trick Track d'or, c'est Trick Track. C'était Le très net local, jeu, c'était très, un truc très du local. net. Donc il fallait un jeu de l'année, un Spiel des Jahres. Donc se monte cette association, l'AFPEJ. Et dépose le nom. Voilà, l'association pour le AFPEJ, l'association française pour la promotion du jeu, etc. Et ils créent le jeu de l'année. Voilà. Et ils se réunissent, et effectivement, il y a Hafner, etc. dedans. Ils font premier prix, c'est toi qui l'as. Attends, pire que ça. Nominé 5 jeux. Ouais, oui. Dans les 5 jeux, j'en ai 2. Exact. Il y a les loups-garous et la guerre des moutons. Et c'est la guerre des moutons qui Et gagne. c'est la guerre des moutons qui gagne, qui à l'époque est en 3 mois best-seller. Mais tu étais très influent parce qu'ensuite c'est Squad 7. Et l'année d'après, c'est Squad 7 sur laquelle Et l'année d'après, ça s'est arrêté. Et l'année d'après, non, mais c'est pas ça, parce que ce qui est marrant, c'est que Cannes est très jaloux sans le dire. D'ailleurs, après, ils Mais vont nous, on intègre le jeu. Vous n'y étiez pas encore. Cannes est très jaloux sans le dire. D'ailleurs, après, ils vont négocier pour agglomérer les 2 prix. Et je dis, donc le jeu de l'année, c'est de la merde. Et pourquoi la guerre des moutons n'est pas sélectionnée à Cannes? Ben parce que ça tombait pas la bonne année. Ah, alors je lui dis, mais ni l'année d'avant, ni l'année d'après. Bon, ils n'osent pas me dire que comme j'ai eu le prix du jeu de l'année qu'ils détestent, non, ils veulent même pas dire qu'il est sélectionnable. Donc mon jeu, la guerre des moutons, n'est pas sélectionnable. Mais c'est très rigolo. L'anecdote qui est rigolote, c'est que nous, on vient avec toi à la remise du jeu de l'année, donc de la FPEJ. Alors que vous allez être... Nous, on va être dans le jury juste après. On a les Trick Track d'or. On a envoyé balader tout le monde à l'époque. Et on va faire Radio France. Oui. Tu te rappelles, tu nous as amené à la maison de la radio? Oui. Parce que tu avais un pote journaliste. On s'est retrouvé dans le C'est pas un pote, hein, c'est un gars qui me suit depuis longtemps et qui dit quand il y aura un vrai prix en France. Ouais. Non, c'est plus compliqué. Il me dit quand il y aura un vrai prix en France, ça me plaît moi. Et là, je l'appelle, je lui dis bon, il y a un vrai prix et je suis nominé. Et donc je lui dis je suis un peu embêté parce que je suis nominé, ça a l'air de truc, mais bon, je suis nominé seulement et etc. Le mec dit non, on va travailler avec eux, on invitera le gagnant. Alors je lui dis bah merci pour lui, tout ça. Et puis, le gagnant, c'est moi. Et donc... encore des coucheries. Encore des coucheries. Et c'est le télé... Comment il s'appelle c'est un mec qui m'a interviewé au téléphone sonne il y a des années. C'est un gars qui est fan de jeux de société et qui s'occupe de la rubrique consommation à France Inter et qui dit c'est dingue, on a le livre Inter, on ne peut pas avoir le jeu Inter, etc. Il a envie de faire quelque chose pour le jeu de société et donc il nous met... Et donc je suis au journal de... Et, oui. Et nous, on est là dans la salle. Je me souviens, on est arrivé avec toi. Parce que comme c'est une question de coucherie, nous, on couche avec tout ce qui dépasse. On n'est pas dans le jeu de l'année, on n'est pas tout ça, mais on est avec toi pendant cette émission. Puis alors, et je m'en souviens comme c'était hier, c'était rigolo. Au début, je connais plus de monde que vous, donc je vous amène, je vais voir machin, je vais voir début. Et puis, donc, on fait le journal. Et là, il y a une autre histoire fabuleuse, c'est que ma grand-mère... trouve que je suis nul à faire des jeux de société, etc. Ma grand-mère, qui va mourir très peu de temps après, ma grand-mère m'entend à sa radio, dans son journal radio, son petit-fils est là, et là, ça y est, ça allait. C'était merveilleux, quoi. Et alors, on ne sait pas qui fait quoi, mais du coup, enfin, le jeu marchait déjà très bien, et ça ne peut pas lui faire du mal, ce prix du jeu de l'année. Et je crois que dès la première année, on a dépassé les 20, 23, 25 000 exemplaires, ce qui est énorme. Et ce qui est étrange, c'est que depuis ce temps-là, il ne bouge pas de la fourchette 15-25 000 exemplaires en France. Ça se vend. Il est plus traduit que les loups-garous dans le monde. Et en fait, on parle beaucoup pour moi des loups-garous, parce qu'il est très visible, mais la guerre des moutons, c'est 450 000 exemplaires. C'est énorme. Alors que c'est un jeu plus familial, plus... Et tout ça, c'est la même année pour moi, parce que en fait, je bosse sur les loups-garous en même temps que je bosse sur la guerre des moutons, même s'il y a un décalage de publication. C'est la même année. C'est aussi l'année où j'ai une exposition. Parce que l'année précédente, je sors Armada à nouveau et un jeu qui s'appelle Savannah Café, les loups-garous commencent, et les gens du musée de la carte à jouer décident de faire une exposition sur un auteur de jeu, et comble de l'honneur, c'est moi le premier. Et encore une fois, nous on y était. Parce que du coup, comme tu es venu nous voir et que le courant est assez bien passé, c'est normal parce que nous on a fait des études artistiques plus ou moins. Tu as fait aussi des études artistiques. On s'est rencontrés parce que les gens qui sont du clan artistique, il y a Dominique Erhardt, toi, lui, moi, il y en a encore 2 ou 3 et on se comprend. Voilà, oui, c'est ça. On est passé par les mêmes étapes, etc. Non, il y a Tom aussi. Oui, il y a Tom, exactement.
Exactement. Et donc, on est tout le temps, on n'est pas tout le temps ensemble, mais dès que tu fais un truc, tu nous en parles. Ouais. Et nous, on vient. Alors, on a plein de photos. J'ai été fouillé avant de faire la petite émission là. J'ai été voir les vues parce qu'ils sont toujours en ligne. Vite parce que ça fait même pas une demi-heure qu'on en parle. Il y a sur TrickTrack, tout reste. On avait une grande discussion à un moment donné sur les gens de papier qui nous disaient ouais, le papier, contrairement à Internet, ça disparaît jamais. Internet, ça reste. Donc il y a sur TrickTrack les vieux reportages de 2002. Donc j'ai été piqué des photos, donc Note va pouvoir les envoyer. Je crois que c'est aussi, peut-être là je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'on va à Essen. Oui, c'est la première fois qu'on va à Essen. Il y a des photos ensemble. Il y a des photos d'ailleurs. Alors voilà les images. Donc on voit par exemple en haut à gauche, c'est ta première soirée. Non, c'est ta deuxième soirée chez nous. C'est-à-dire que la première soirée, elle était en 2001, donc je n'ai pas été chercher. Ouais. Mais là, c'est la deuxième soirée où tu viens. C'est la soirée où tu nous as présenté comme des mouches. D'accord. Et là, on est en janvier 2002, je crois. Il n'est pas sorti encore. Non, parce que même d'ailleurs, on doit voir une image de proto où j'ai caché, on nous voit tendre la main et j'ai caché. Il sort en 2003. Voilà, tu vois, la deuxième photo, il y a le Mops qui tond son bras, il a des mouches dedans. J'avais pixelisé parce que tu ne voulais pas qu'on le voit. Oui, il sort un an après. Voilà. On te voit en bas avec ton trophée. Ouais. On voit Alain Rivollet, qui est le président. Monsieur le Président, je l'ai appelé pendant 10 ans, Monsieur le Président. Voilà. Alors, il y a une photo là-bas où on te voit tenant... Sachez qu'Alain Rivollet, 12 ans après, gagne quand même le trophée du jeu de l'année. C'est assez rigolo. Et gagne le trophée qu'il a créé et qui a été racheté par Cannes, enfin racheté... Il y a eu des grandes discussions, je me souviens, Et du coup, finalement, cet Alain Rivollet arrive à être lauréat de. Écoute, parce qu'il a fait un très très bon jeu. On revoit Hervé Marly à l'époque. Ouais. Là, c'était à l'exposition. Donc, on le voit la photo à gauche. Voilà. C'est l'exposition au musée de la carte à jouer. C'est ça. À gauche en bas, c'est Patrice Pivet avec qui on a fait Armada. C'est à l'exposition. Et on revient et on ressort Armada cette année. Au milieu, bas, je suis dans la classe de ta fille. J'ai un peu triché. Cette photo a été prise en 2003, mais c'est parce que les enfants de l'école. Ils voulaient des dédicaces et je leur ai fait une dédicace au tableau. Voilà. Et le truc, c'est que. Ils n'ont pas compris. Ils ont travaillé toute l'année 2002. Ils ont travaillé donc de septembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont travaillé sur les loups-garous de Tiercelieu en classe. Et tu es venu à l'école pour aller à la rencontre. Ils ont fait même leur propre jeu avec des nouveaux dessins, etc. Et je les ai regardés jouer. Je me demande, on a fait une partie ensemble. Et tu as fait un reportage que tu n'as pas pu diffuser parce que tu n'avais pas l'accord. On a fait une vidéo, je me souviens, il y a des parents qui ne voulaient pas. 2002, 2003, Internet, c'est le mal. Donc ils ne voulaient pas trop. Ouais. Et puis, effectivement, le Mops avait raison, c'est notre premier Essen. On est allé avec toi à Essen pour la première fois. Voilà. Oui, parce qu'en plus, il y a la fierté des gens de TrickTrack. Je veux dire, moi je leur disais, écoutez, vous avez des cartes de presse assez facilement, etc. Et à ce moment-là, Fall fait non, moi je n'aurai une entrée presse que quand on viendra me chercher. Exactement. Je n'irai pas la demander. Et pareil pour les jeux. Après, tu disais non, moi je ne vais pas faire comme certains, je ne vais pas réclamer des jeux sur les stands. Exact. Ils me l'enverront s'ils le veulent. Exactement. Mais ça a toujours été notre C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est exactement ma position. C'est pour ça que on s'est entendu tout de suite. Non, et puis maintenant nous nous entendons moins parce que moi je veux bien que vous fassiez un article sur mes jeux, mais c'est à vous de venir. Voilà, c'est l'amour propre de lui-même. Et on n'a pas bougé. C'est vrai qu'on n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais réclamé quoi que ce soit à qui que ce soit, à aucun moment. Effectivement, je me souviens, notre premier Essen, on a payé notre entrée, je crois. On a payé notre entrée parce qu'il n'était pas question que. Pas que le premier. On a payé quelque chose parce qu'en fait, honnêtement, on n'était pas journaliste. Nous, on est arrivés, on a fait des choses. Et de dire je suis journaliste, donnez-moi, moi je trouve ça pas. TrickTrack est tout petit. Déjà, moi j'adore l'éthique de certains journaux. Toujours payé. Oui, mais aussi, ça fait partie ça permet une liberté de temps. Exactement. Et donc, on avait pour principe de se dire. C'est pour ça que je croyais que vous alliez acheter vos boîtes de jeux au bout d'un certain temps. Non, après, on nous les donne. On va pas dire non. Il y a des gens qui me font comprendre un matin au réveil que j'ai pas donné telle et telle boîte de jeux. Tu as consommé tout leur whisky dans leur mini-bar. Mais c'est vrai que c'était le. On attendait que les gens nous reconnaissent. Oui. Dans ce que. Mais non, mais ça, c'est dans le rôle, et là, tu ne veux pas dire non. Voilà. Très bonne démarche. C'est ce qu'on a fait depuis le départ. Très bonne démarche. Donc, effectivement, 2002 était une grosse année pour le marché parce que, en fait, il y a eu des synergies. La synergie Asmodée qui grossissait, l'envie de développer, distribuer autrement, des éditeurs, des auteurs qui étaient disponibles, qui avaient envie que le secteur se fonctionne, des rencontres, des joueurs qui avaient envie de promouvoir. Tu as mis quelques photos du week-end que j'organisais à Tiercelieu, du week-end de Bruno Feduti. Il ne faut jamais sous-estimer
Excusez-moi, on croit qu'on couche ensemble, mais Bruno Feduti, c'est un être très important. Bien sûr. Tu t'aperçois que dans les week-ends... Les ludopathiques, c'est un bouillon de création. Mais non, mais les ludopathiques arrivent là. Un mec qui habite aux États-Unis qui veut racheter des cartes. Tu sais quoi, la photo qu'on voit là-bas, il y a une photo où on est au ludopathique, elle est juste là où tu tiens un jeu, celle qu'on voit à gauche, la première à gauche. C'est la seule où je suis venu, et c'est cette année qu'Éric Hautemont était là. Ouais. Éric Hautemont vient se renseigner. Les petits gars de Repoprod, c'est 2 petits jeunes amateurs de jeux. Adrien Martineau, il a 18 ans et est fan de jeux. Et c'est des gens qui sont tous là. Il y a plein de gens qui sont devenus magasins. Le gars, je connais que lui, de Viking Games, là, son prénom. Enfin bref, tu t'aperçois que ce bouillon de culture, il est là. Dans mon week-end jeu, il y a aussi... Le poker. Ce week-end jeu à Tierce-Lieu, Fall dit « Je ne jouerai jamais au jeu d'argent ». Et là, la ruse sublime que je fais avec mon pote, mais c'est pas un jeu d'argent, c'est un tournoi, il y a juste un frais d'inscription. Tu mets 5 € pour pouvoir jouer au tournoi. Bon, après, il y a des prix, le vainqueur, il gagne le truc. Et là, il a fait « Bon, d'accord ». 5 € pour participer. Et là, il est piégé. Voilà, c'était fini. Derrière, je piège Marc Nunes au week-end d'après. Je l'avais déjà eu avec Magic, moi, sur ce coup-là. C'est ça. Mais en même temps, c'est toi, Magic. les 5 € que j'ai dépensés là sont devenus parce que j'ai jamais perdu d'argent, en fait. Ce qu'on appelle mon pool, ma bankroll n'a fait que... Alors, parce que j'ai remis 5 € après pour pouvoir jouer pour de vrai en cash game, et ma bankroll n'a fait qu'augmenter. Et pareil, Magic, c'est lui qui m'a piégé avec Magic, parce que j'ai pas question que je mette d'argent. Mais en fait, j'ai joué à Magic et j'ai tout vendu pour m'acheter un vélo. Donc j'ai bien géré la chose en joueur de gestion de ressources et de cul pour moi. La modestie t'étouffe. Non, je veux bien dire aux gens, attention, c'est vrai qu'on peut se faire avoir de l'argent, mais il y a moyen de ne pas dépenser des fortunes. Ouais. Il se passe un autre événement, je ne sais plus dans mes petites notes, dont on ne parle pas, avec un autre nom qui va apparaître. Chez Descartes, ils inaugurent une gamme de jeux à 2. Ah oui, Et exactement. ils sortent 3 jeux. De Bruno Cathala. Signé Cathala. Exactement. Qui vient du week-end de Bruno Feduti. Personne ne sait qui c'est. Non, ça nous avait surpris. Ces boîtes bleues là. Ouais, qui est cet éditeur qui dit 3 jeux du même mec dont on n'a jamais entendu parler? On s'est dit, il a dû coucher. Et on a mené une enquête. Et quand on a vu Bruno Cathala, on a dit non, il n'a pas dû coucher. et vous savez pourquoi encore? Non. Grâce à Bruno Feduti, qui lui-même, sans prendre un rond, envoie les prototypes au directeur de collection en disant « Vas-y, tu peux y aller, c'est des bons jeux, c'est un super mec. » Et encore une fois, excusez-moi d'être encore l'avocat de Bruno Feduti, mais c'est Bruno Feduti qui fait que Bruno Cathala est édité. C'est tout. Non, mais personne ne le nie. Non, mais c'est parce que on oublie que ce personnage est un grand apporteur de ce qui se passe, quoi. Non, mais c'est juste ça. Et Bruno Cathala publie ces 2 jeux et je fais un truc que je reproche souvent aux autres et que je n'avais pas vu. Je sors mon jeu La Guerre des Moutons, qui s'appelait pas du tout comme ça. Mon jeu s'appelait Remembrement, et puis j'avais changé le thème et il n'y avait que des moutons. Et je dis, tiens, super, La Guerre des Moutons. Et il y a Bruno Cathala gentiment qui vient me voir et qui me fait, mais Philippe, La Guerre des Moutons, c'est le jeu que je t'avais montré. Ah ouais. C'était mon titre. Et je fais quoi? Et je croyais avoir inventé le titre La Guerre des Moutons, alors qu'il m'avait montré justement Guerre et Baie. Et puis là, à ce moment-là, il me fait « Mais tu crois que 2 jeux avec le nom des moutons ?» Enfin bref, j'ai toujours ça en tête, qu'on croit toujours... En fait, la mémoire est complexe. Ah, bah ça, c'est parce que moi, je l'ai oublié, ce titre, je l'ai enfoui. Et quand j'ai retrouvé le thème des moutons pour mon jeu, ça s'est imposé. Paf, il est venu comme s'il venait du Diable Vauvert, alors qu'il venait d'une mémoire intermédiaire, etc. Mais Bruno appelait le sien Guerre et Baie. Et du coup, Bruno a changé de titre, et moi, je l'avais déjà publié, quoi, évidemment. Et donc, c'est un peu après, quand même, ça. C'est à la fin de 2002. Qu'est-ce qui se passe en 2002 Donc, il y a l'expo sur mes jeux au musée de la carte à jouer, ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en 2002 Il y a la nuit des loups-garous, tu croises Santini. Il y a une photo qu'on a montrée où il y a Santini qui était le maire des Ciné-Moulineaux. On a fait une nuit des loups-garous, les premières nuits des loups-garous qui commencent à s'imposer un peu partout. Pareil, c'est en fin 2002. Il y a un autre petit nom qui arrive. Un petit gars, tout jeune,
qui fait un proto dont on a parlé il y a peu de temps, qui s'appelle Marchand d'Empire. Oui, et que je retrouve à la Nuit des Loups-Garous. Et au Trick Track d'Or en 2002. Et je trouve à la Nuit des Loups-Garous à Tours, ce petit gars qui est tout mignon, qui doit... il est très jeune. Hein. Régis, c'est Régis Bonessé, on parle. C'est Régis Bonessé. Il a quoi, 20 ans, 22 ans? Et il a des petites cornes en cheveux. C'est-à-dire qu'il a mis du gel et il a des petites cornes comme ça. Il a un sourire charmant, il est adorable. Et il vient de faire un truc qui s'appelait Marchand d'Empire, qui est un jeu en téléchargement. Et je me rappelle d'une de mes phrases en disant mais c'est n'importe quoi, s'ils donnent le jeu gratuit sur Internet, derrière ça se vendra pas. Quelle drôle d'idée pour se faire de la promo. Et ça, pourtant, ça fait Himalaya. Ça a très très bien marché. Nominé au Spiel. Himalaya. Et puis après, il aura l'envie de créer sa petite maison d'édition avec un petit jeu qui s'appelle Dixit. D'un copain qui est dans le coin. Donc il y a ça, mais il y a aussi quand même le succès des Aventuriers du Rail. Exact. Parce qu'en fait, en 2002, Éric Hautemont est au Ludopathique de Bruno Feluti, où je suis présent. Ah non, c'est en 2003. Et il fait les ludopathiques, et je l'entends encore dire, il discutait avec Bruno Feluti, il prenait l'avion pour retourner aux États-Unis et monter sa maison d'édition avec l'intention d'éditer un jeu de Bruno Feluti. Parce que c'était au Pierre du Dragon. Voilà, ce type, elle n'avait qu'une envie, c'était de devenir éditeur de jeux. Il avait fait fortune. Il voulait racheter des cartes, parce que gamin, il achetait Casus Belli, gamin jeune, et qu'il se disait, des cartes, c'est quand même le plus important, je le rachète. Et en fait, Descartes est racheté beaucoup plus tard par Asmodée. Mais ils sortent aussi une réédition d'un petit jeu avant Ganglefort. Avant, il cherche des jeux. Moi, je lui montre mes jeux. Et là, il m'explique. Parce que là, déjà, moi, je sens que la guerre des moutons et les loups-garous, ça va marcher. Et je lui dis, aux États-Unis, puisque tu veux faire une boîte internationale, prends-le aux États-Unis. Il fait, non, moi, je rachète les droits mondiaux. D'ailleurs, j'ai acheté Gang of Four. Et il me dit, ça va être un carton extraordinaire. Dans tous les restaurants chinois du monde, il y aura Gang of Four. Ça, c'est un peu foiré. Par contre, je me souviens, on a joué aux Aventuriers du Rail à Essen bien après. En prototype. L'année d'après, je crois. Je pense que c'était 2003. Au Essen 2003, on joue aux Aventuriers. Lui aussi publie du Bruno Catala, exact. Puisqu'il fait le collier de la reine. Voilà. Et puis, il rencontre Serge Laget au Ludopathique. Et donc, en fait, les trois premiers auteurs de jeux d'Éric Hautemont, c'est Serge Laget, Bruno Catala et... Là, pour les internauteurs et les internautatrices, c'est simple. Vous allez sur le bouton reportage de Trick Track et vous défilez jusqu'en bas de page et vous allez voir les reportages commencent. Vous tapez 2002, tout simplement. 2002, voilà. Et puis vous allez, on doit louper des trucs avec 2002 parce qu'on n'a pas très bien géré l'agenda. Aller faire les reportages. Vous allez voir toutes les soirées jeux organisées. Oui, alors moi, je ne sais pas le faire. Tu laisses glisser, tu verras. 2002, c'est tout en bas. En Allemagne, cette année-là, sort aussi un petit jeu qui s'appelle Puerto Rico. C'est arrivé 4e au Trick Track d'Or, derrière Marchand d'Empire. Cora de son petit succès. Un qui s'appelle Clan, que moi j'aime beaucoup, et je découvre Léo Colovini à cette époque-là. Pueblo, qui sort chez Ravensburger, qui est un crameur, qui est passé complètement inaperçu, qui est une petite merveille. Mais qui est très bien. Qui est très très bien, Mexica, qui est le 3e volet de Tikal. Qui passera, qui va aussi... Trop gros. Ouais. Et puis, il y a Squad 7, alors là, il y a une histoire quand même assez incroyable quand même, Squad 7. Squad 7... Il y a un plantage, mais pas que. C'est pas que. C'est un jeu que je repère, que j'aime beaucoup. J'arrive à convaincre l'éditeur, parce que moi, je suis le rabatteur, en fait, des jeux. Je prends plein de jeux d'auteurs. Et puis, je trouve Squad 7 qui me plaît beaucoup. Je développe à mort, puisque, je sais pas, je vous ai raconté ça l'autre jour, mais au Festival de Cannes du film, au dernier, qu'est-ce qui se passe en France? Les Césars. Les Césars, ouais. Le lauréat de la musique, c'est le musicien de mon frère qui fait des films. Et remplaçons. Philippe Despalières, tu es le frère d'Arnaud Despalières. Oui, parce que les gens ne savent pas trop. Arnaud Despalières qui a fait un film qui était à Cannes. Et le musicien, il vient d'avoir les Césars. Et ce musicien, c'est celui qui a fait la musique de Squad 7, puisque mon frère Donc en fait, on bosse comme un fou, on fait la production d'un jeu comme un film. Alors, on va expliquer 2 secondes parce que les gens savent peut-être ce que c'est que Squad 7. La particularité de Squad 7, c'est que c'est un jeu dans lequel vous allez avoir... C'est déjà l'année d'après, Squad 7. Un pistolet et des fléchettes. D'accord. Et on va placer des petites figurines, des petites cartes sur des petits socles à divers endroits dans une pièce. Et il y a une bande sonore qui tourne, qui chronomètre un peu. C'était un des premiers d'ailleurs comme ça. Qui crée un stress avec des bruits. Alors c'est pas le premier. Non, il y a Atmosphère Il y a Atmosphère qui est dans le même genre. Et pour le pistolet, il y a Super Gang. Mais
C'est le premier qui optimise ça. Voilà. Et donc on doit tourner et autour on bosse comme des malades là-dessus. Je fais du vrai développement. Okay. Et l'éditeur à l'époque, il est très courageux et il y va. Il encourage ce développement. Il se trouve qu'il a négocié avec les mauvaises personnes. Ça arrive. C'est-à-dire qu'il a négocié... C'est pas chez TF1, c'est ça? Si, c'est ça. En fait, c'est chez TF1 avant que TF1 soit bon. Parce qu'après, ils deviennent bons. C'est la première année de TF1 et ils ne sont pas encore au point. Ils font des bêtises et ensuite, ils survendent ce truc. Ouais. Je me rappelle, il y a un camion complet. Et puis Non, mais il y a aussi la boîte hollandaise qui est Jumbo. C'était Jumbo, le camion. Qui surinvestit là-dessus. Et puis, alors, le truc qui m'échappe, parce que moi, j'arrête au milieu parce que je dois m'occuper de mes affaires. On a quelques mésententes. En fait, l'éditeur qui me laissait tout faire, plus ça avance, plus il reprend le manche et il me lâche. Et en fait, il change la couve, qui était une couve à la François Bruel. Très belle. Et qui devient une prise d'otage. Donc ça devient agressif, très Tomb Raider. Très Tomb Raider. Mais Tomb Raider tendance Gaza, bande de Gaza. Non, je sais pas, mais c'est très violent. Très violent, ouais. Et du coup, on perd le public familial et on gagne pas forcément un autre. Et là, ça part dans tous les sens. Et plein de gens qui viennent d'investir dans le jeu de société veulent en faire un best-seller, mais aucun ne s'y connaît vraiment. Un petit peu artificiellement. Et ça marche, mais c'est un ratage parce que pour que ça marche, il fallait en vendre 1 million d'exemplaires et ils en ont vendu 200 000 parce qu'il y a eu des spots télé, des machins. C'est un gros succès. C'est un gros succès. C'est comme quand Luc Besson se plante en faisant un gros succès qui ne rapporte pas l'argent qu'il a coûté. Quoi. Exactement. Donc c'est quand même un succès. Mais c'est un succès qui les rince, quoi. Qui les rince. Le Jumbo, l'équipe elle est virée derrière, TF1, l'équipe, une partie est nettoyée, etc. Et heureusement, du côté de Foxmind, il a pas tout misé, si tu veux. Parce que lui, il est malin. Mais moi, je reste à penser que c'est un très bon jeu. Après, je pense qu'il fallait ou Hasbro ou le travailler plus classique. En fait, moi, mon rêve, c'était qu'Asmodée s'en occupe. Et pour lui, c'était pas assez gros. Mais Asmodée, à cette époque, est franco-français uniquement. Oui, et puis c'est tout petit, et puis ils ont d'autres préoccupations. Et puis lui, l'éditeur, quand il entend TF1... Bon, moi, je lui présente Asmodée, j'essaye de lui dire que ça va être un bon distributeur, mais il n'y croit pas une seconde. En plus, son nom... Lui aussi, il a été viré, non, lui aussi? Ben non, c'est le patron. Ah bon, c'est le patron. Oh, il a dû changer, le patron de TF1. Non, mais je parlais du gars de Foxmind. Ah d'accord, ok. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est un peu plus tard. Bon, enfin bref, c'était quand même une belle aventure. Voilà, moi j'y bosse beaucoup sur ce jeu-là. Et en fait, ça me redonne envie d'être éditeur et d'être éditeur d'autre chose que de mes jeux, parce que ça rend schizophrène. Quoi. Pour moi, la belle réussite, et qui passe un peu inaperçue, c'est Crazy Circus. Alors, c'est à la fois une belle réussite et c'est un jeu à problème. Parce que, en fait, c'est un très bon jeu, mais ça fait partie des jeux qui mettent en avant les différences de niveau des gens. On va dire que c'est dans la famille de Razender Roboter. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Et du coup, ce jeu n'a pas le succès qu'il devrait avoir, parce que quand tu perds à chaque fois. Oui, quand tu es face à quelqu'un qui a et quand tu gagnes, tu gagnes. Il suffit d'une... En fait, ça démultiplie les petits écarts dans certains domaines. Et donc, celui qui a un peu moins de facilité à faire ce truc, il ne gagnera jamais. Et celui qui y arrive bien, il y arrivera tout le temps. Et donc, c'est un petit jeu injuste, mais adorable. Et puis, en plus, Dominique Erhardt l'avait superbement designé. Ouais, c'était une belle réussite. Moi, j'étais très content. Alors, il y aura du Suisse qui serait sur le coup, les Suisses qui seraient sur le coup. Alors, il y a Swiss Game, il y a, comment il s'appelle Gameworks, mais qui est une boîte un peu en semi-sommeil, puisqu'ils travaillent beaucoup avec les Space Cowboys, qui veulent le faire et qui ont trouvé qui comme illustrateur? François Bruel. Forcément. Donc, moi, je dis, mais attends, tu me cherches, tu prends le jeu sur lequel j'étais, mon illustrateur. Donc j'ai essayé de discuter avec M. Pochon, qu'est-ce qu'il avait à vouloir... Et puis il y a une nouvelle mode qui s'installe ces années-là, peut-être pas 2002 forcément, ça commence un petit peu avant, c'est les suites. C'est-à-dire que les jeux qui ont des grands succès, et on a Carcassonne, et bien forcément en 2002 c'est Carcassonne Préhistoire qui sort, c'est-à-dire des séquelles en fait de jeux. C'est la première extension de Jungle Speed. Ouais.
qui sort à ce moment-là aussi. Il y a déjà des extensions de colons de Catane, non? Il y a déjà des extensions de colons de Catane, ouais. Non. Mais ça entérine le truc, c'est-à-dire que là on est dans la suite, on est dans la suite de Tikal, on est dans la suite. Il commence à y avoir les jeux font des traînées. Ça sent mauvais, je pense. C'est-à-dire que en Allemagne ça sent mauvais. En Allemagne, ça commence à se sentir mauvais. Nous, on ne le sait pas encore. On s'en doute un petit peu, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on dit que le secteur allemand, il se tire mal dans le pied. Alors ça, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ça commence à sentir mauvais. Parce qu'en fait, ça sent mauvais, mais ça existe toujours. Le jeu en Allemagne est toujours très bon. Qu'est-ce qui sent mauvais? Alors, il sent mauvais un truc qu'il faut faire gaffe, les gars. En France. Chez nous. Attention. Il sent mauvais une première truc, c'est qu'il y avait une énorme génération de 25-35 qui a vieilli. Qui ne s'est pas renouvelée. Qui ne s'est pas renouvelée. Oui. Et il faut faire il va falloir y aller maintenant. Il faut faire gaffe. Mais nous, elle se renouvelle. En France, elle se renouvelle. Elle se renouvelle, en partie grâce à vous, en partie grâce au mouvement des ludothécaires qui se sont massés. C'est une synergie. Moi, je pense que de toute façon... Est-ce qu'un jour, on ne pourrait pas faire un sujet sur les ludothécaires sur tous ces métiers qui se féminisent et le métier de ludothécaire qui se masculinise? Oui, on pourra. Pas de problème. J'avais dit à Saint-Ouen, on a rencontré des ludothécaires, on leur a dit il faut venir ici, on fait un. Mais non, mais c'est surtout que les ludothécaires, c'était que des femmes. Ça devient des hommes. Et ça se masculinise. Et aussi, du coup, ça donne un autre. Je ne sais plus pourquoi on disait ça par rapport à. Ça sent mauvais en Allemagne. Alors, ça sent mauvais en Allemagne. Moi, je pense vraiment qu'il y a une génération très forte qui. Donc, ça, qui c'est un se souci renouvelle de pas. création? Non, c'est pas un souci. C'est un souci, si tu veux mon opinion. Moi, je pense qu'il y a un problème d'édition. Et puis un problème de médiatisation. C'est-à-dire que je l'ai un peu constaté dans le papier que j'ai écrit en venant du Spiel 2014. En Allemagne, il n'y a rien pour parler jeux. Rien. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qui s'est passé? Rien sur Internet. Rien sur Internet, même en revue. Même en revue. Revue, il y en a. Voilà. Non, parce que, regarde. Il y en a plein de revues. C'est des fanzines. Spielbox, c'est un fanzine. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que, regarde. Les grands médias en parlent plus facilement. C'est un fanzine. Et encore, vraiment, et encore. C'est un fanzine qui vend un peu plus que nos fanzines. Mais peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, si on prend la situation en 2000. C'est old school, en tout cas. Si on prend la situation en 2000, nous, on commence à faire nos soirées jeux. Et nous, avec Internet, on fait des photos et on montre qu'on est en train de jouer à des jeux. On va à Essen. Quand on est allé à Essen avec toi la première fois, toi, ça faisait peut-être 10 ans que tu y allais, nous, c'était notre première, mais les Français, il n'y en avait pas beaucoup. Qui sont les précurseurs français en Allemagne? Alors, tu as des gens comme Michel Lallet, des gens comme Duccio Vital. Qui était donc responsable chez... en fait, c'est tous ceux qui parlaient allemand à l'époque. C'était une petite poignée. Et moi, j'y vais, pas dans les premiers, d'abord parce que je parle très mal allemand. Mais Michel Lallet est un grand responsable de ça, Duccio Vital aussi. Michel Lallet, on rappelle, qui a fait Weekend Games en tant qu'éditeur et qui est un des deux créateurs de Ballon. Il a surtout créé le jeu et la société à Ballon. Parce qu'on oublie, on leur dit créateur du jeu à Ballon, mais c'est surtout créateur de la société à Ballon avec Laurent Lévy. Et qu'en tant que patron de la société... Ce qui mériterait plusieurs émissions complètes. Et il voyage dans le monde. Et moi, je suis embauché chez eux en 89, mais ça sera une autre année. On fait n'importe quoi, là. On se barre de 2002, là. Oui, on est en train, Donc, moi, je voulais finir une démonstration. Essonne 2002, il se passe quelque chose en Allemagne qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Et j'explique. Mais ça fait quelque temps que c'est pas bon. Oui, mais j'explique pourquoi ça Pourquoi Michel Lallet le sait que c'est pas bon? C'est que Michel Lallet... En fait, c'est le Spiel. Le vrai problème, c'est le Spiel. Tous les éditeurs font des... Et avantage. Le vrai problème... Non, pas avantage. Le vrai problème, c'est le Spiel. Tous les éditeurs font des jeux pour gagner le Spiel. Celui qui gagne en poche 200 000 exemplaires minimum. Ceux qui perdent vendent 1000. Oui. Et 70 ou 100 jeux pour vendre 1000 exemplaires. Et Michel Lallet est agent d'auteur. Et il est agent d'auteurs qui vendent 1000 exemplaires. Oui. Et donc, Dominique Hart en est la victime et plein d'autres. Dans ces auteurs, il y a des Français qui font des jeux qui sont choisis par les directeurs de collection. Et c'est pour moi le vrai problème, c'est les directeurs de collection allemands. Autant en France, on n'écoute pas assez les directeurs de collection, autant en Allemagne, on les écoute trop. On les écoute trop en Allemagne. Oui, mais en France, c'est toujours le patron de boîte qui décide. Ça. Mais du coup, il a l'oreille au commerce. Et en Allemagne, c'est un gars qui est censé être le spécialiste du jeu, de l'intérieur des règles, de salaire compliquées dans les boîtes, pendant que tous les autres, c'est des commerciaux.
Et du coup, il y a une dichotomie entre le marché, les joueurs et tout ça. Tout ça ne se mélange pas. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Et j'en suis en partie responsable avec plein d'autres. C'est que ceux qui ont des entreprises sont joueurs. Alors qu'en Allemagne, tu as d'un côté les businessmen et de l'autre côté les joueurs. Et les joueurs n'ont pas le même intérêt que les businessmen. En France, c'est les joueurs qui deviennent businessmen. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on reste près du oui, et truc. donc, je vais retourner à ma démonstration. La différence aussi, et encore une fois, ce que je pense sincèrement, c'est qu'en France, on a eu cette chance, au début des années 2000, donc 2001, 2002, 2004, d'avoir un média comme Trick Track qui était entre les joueurs et entre les professionnels. Tout le monde se retrouvait et tout le monde s'automotivait. Au début, il y avait très peu d'événements. Moi, je pense que c'est après. Non, ça commençait là. La chute de l'Allemagne n'a pas de rapport avec le média. Et pour moi, par contre, le succès de la France est amplifié par Trick Track. Peut-être. Mais la chute de l'Allemagne à l'époque n'a pas de rapport. La chute de l'Allemagne. Si les Allemands avaient eu un média web, papier ou autre pour vendre les jeux au-delà de 1000 exemplaires, c'est-à-dire vendre les jeux autrement que les 200 000 exemplaires, peut-être que ça aurait moins merdé. Oui. C'est juste qu'ils n'avaient personne. Je souhaite surtout que le prix français ne soit pas aussi bon que le prix allemand et ne fasse pas se vendre des caisses et des milliards de jeux. On a la même chose avec les prix littéraires. Oui, parce que ça va tuer le reste. Et comment dire, en France, les gens se plaignent que le prix du jeu de l'année ne fait pas vendre de jeux. D'abord, c'est pas vrai. Il augmente gentiment la notoriété d'un jeu. Et qui ne voudrait pas l'avoir? Exact. Mais heureusement qu'il ne fait pas la pluie et le beau temps, parce que sinon il tuerait le marché. Il faut vraiment savoir qu'ils jouent à la roulette comme s'ils achetaient un billet de loto en Allemagne. Oh bah ce jeu, ça peut plaire au jury. Attends, ils n'éditent pas un truc en disant je le sens, mon public, etc. Ils font ça peut plaire au jury. On le fait. Il y a des jeux qui sont fabriqués pour le Spiel. Et donc c'est fabriqué pour le Spiel. Et donc du coup, il y en a un qui est tiré au sort ou pas au sort parmi les trucs. À l'époque, c'est souvent un éditeur allemand parce qu'à l'époque, en plus, ils se disent, voilà. Après, ils se mettent à changer de bord en se disant, mais si ça se trouve, on pourrait vendre un jeu étranger, hein, ça marcherait. Et le deuxième problème des Allemands, qu'on n'a pas nous pour le moment, c'est que derrière, la chaîne de vente se ratatine. C'est-à-dire que le jeu, il valait 40 €. Quand il a le prix, tout d'un coup, il passe à 30, puis à 20, puis à 15. Et personne ne gagne d'argent. On ne vend pas les jeux qui vendent à 1000. Et celui qu'on vend, on ne gagne pas d'argent dessus. Parce qu'encore une fois, il y a un problème rapport entre le commerce et le plaisir du jeu. Bien sûr. Mais ce n'est pas des joueurs qui sont dans le commerce. Mais encore une fois, en tout cas en ce qui concerne le secteur spécialisé et la niche, il n'y a rien en Allemagne pour expliquer, soutenir le secteur. En France, pendant des années, sur Trick Track et ailleurs, quand je parle nous en France, les joueurs se sont emparés du jeu en France. Non, ça je crois pas. Mais tu ne crois pas, mais moi c'est ce que je pense. Je pense que je te réponds que les médias en Allemagne sont vieillissants comme le public. Oui, c'est ce que je dis. Mais que ce n'est pas là d'où vient l'essentiel du problème. Je n'ai pas dit surtout à cette époque-là, parce qu'en 2000... Je ne dis pas que c'est l'essentiel, mais je pense sincèrement que si tu n'as pas un système pour informer le public, tu ne peux ni vendre, ni supporter. Ça vaut en 2005. Je veux dire, en 2000, à cette époque-là, l'impact de Trick Track, mais je ne dis pas qu'il a été en 2000, je dis qu'il a été, c'est un travail qui a été fait. C'est après. Mais parce qu'il faut bien commencer à poser des... Bien sûr. Il faut bien... Si tu ne commences pas, mais non, mais si tu ne mets pas en route une machine... Je ne sais pas, mais il y a du média en Allemagne. Tu rigoles. Mais tu rigoles. On a un Trick Track allemand avec un mec qui s'en occupe, qui est membre du jury du Spiel. Je parle encore de 2002. Putain, fais pas chier. Je te parle de en 2002. On parle du problème. On parle entre Fall et. On parle du problème de l'Allemagne. Ça sentait mauvais en Allemagne. On essaie d'analyser pourquoi. On essaye d'analyser pourquoi. Ouais. Je te dis qu'en 2002, en Allemagne, je le sais, je passais mon temps à surveiller, je dormais 2 heures par nuit. Ils avaient une base de données qui s'appelait Luding, sur laquelle personne n'allait. Ils avaient Spielbox, qui est pas plus gros que ce qu'il est maintenant. Donc ça n'évoluait pas. Rien n'était fait dessus. Ils avaient un problème qui était de dispatcher l'info entre leur webzine, d'accord, sur Internet, et leur fanzine papier. Ils n'ont pas su prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que ça commençait à sentir mauvais et que ça n'a fait que s'amplifier. Parce qu'il n'y a eu aucun travail entre les éditeurs. Les Allemands, ils ont toujours cette problématique. Pour intégrer Guido au Spiel, d'accord,
Ça a été super compliqué parce qu'à un moment, Guido n'a un an de discussion. Voilà, ils lui ont dit tu vas venir. Au bout d'un an, ils ont dit tu viendras pas parce que tu travailles pour un média. T'imagines un peu? Un média qui a des pubs. Voilà. Ça, c'est une problématique. C'est une problématique qui a commencé dans ces années-là. Les gens du secteur ne se sont jamais, comme on l'a fait en France. Ce qui est fort en 2002, puisqu'on parle de 2002, c'est ce que je disais tout à l'heure, toi qui es venu nous voir, nous qui t'avons écouté, on s'est entendu, on a tous œuvré. Éditeurs, joueurs, mecs qui faisaient des médias, on s'est tous entendus. Tous ceux qui ont disparu, qui faisaient du web à l'époque, étaient des gens qui étaient égocentrés, qui ne pensaient qu'à eux. Alors que la motivation des gens du secteur, la tienne, celle de Bruno Feduti, celle des gens d'Asmodée, Nunes et autres, c'était de faire en sorte que le secteur existe. Et on s'est tous soutenus. Moi, je me rappelle avoir défendu aux éditeurs, aux vrais, aux plus gros, puisque moi j'étais un minable, dire hey, les gars, il faut aider ces deux gars. Mais bien sûr. Parce qu'un jour, ils n'auront pas. Enfin, Fall, notamment, n'avait pas de salaire, n'avait rien et vivait sur le petit salaire de sa gonzesse. Il avait 2 filles. Madame, on doit beaucoup à Madame Tritrac. et je me disais, il va tenir 1 an, il va tenir 2 ans, il va tenir 3 ans, et puis à un moment, il va craquer. Si les sociétés ne décident pas de mettre un peu d'argent pour faire de la pub, ça ne va pas marcher. Et je me rappelle vous avoir fait rencontrer dans une bagnole sur le salon de Villepinte en disant, bon là, les gars, il faut faire quelque chose. Exact. Et il y avait notamment Pierre Gobil, Pierre Gobil, Marc Nunez et un troisième, je ne sais plus. Et donc, c'est ce que je dis simplement qu'en 2002, nous, on a eu ça en France. Mais parce qu'on n'avait pas de médias du tout. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc, c'est que nous, on bénéficie d'un truc qui est vachement bien, que les Allemands n'ont pas, c'est que nous, on a 20 ans de retard. Et quand on commence, quand on arrive, les gens qui s'intéressent aux jeux de société, qui ont envie d'être prescripteurs, ils se battent. Non, parce que le jeu de société en France jouit d'une très mauvaise image et que ça paraît injuste. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont tout de suite très concernés par le fait de défendre l'image du jeu, le fait de jouer. Moi, je ne crois pas à cette histoire de 20 ans de retard parce que c'est celle qui part du principe que les Allemands sont en avance. Et les Allemands sont en avance de rien du tout. Un petit peu quand même. Hein. Ma théorie, c'est que les Allemands sont en avance de rien du tout. N'oublions pas l'importance du jeu anglais dans les années 70. Non, mais les Allemands ne sont jamais en avance. C'est ce que j'ai écrit dans mon papier, je ne sais pas si tu l'as lu, mais je disais, nous, on a cru qu'ils l'étaient. Et ça nous a multiplié nos envies par 10. Certains n'ont pas arrêté de le dire. Ouais, oui, bien sûr. Dont des acteurs importants du milieu. Bien sûr, mais on a tous. Mais ça nous a aidés. Bien sûr, mais... Non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est le jeu vidéo. Pour moi, c'est ça. La vérité, c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo nous bouffe toutes nos vieilles boîtes en France. En 2002. Ah non, bien avant. Bien avant, ok. Dans les années 80, toutes les vieilles boîtes, Nathan, machin, Tagada, Abourdin, toutes les boîtes françaises de taille assez spacieuse dégagent. Il ne reste plus rien. Il reste Hasbro, Ravens, qui était distribué par Nathan, Ravens. Et en dessous, il reste des micros Asmodée, Gigamic. Ouais, enfin, sauf qu'il se fait racheter. Il rachète tout ça. Il reste des monstres et rien. Et donc, ça rebâtit par les petits. Et les monstres, ils s'en foutent de rebâtir. Et donc, chez nous, il y a eu la terre brûlée. Et sur cette terre brûlée, il y a des petites graines qui montent, etc. Voilà, et qui se sont soutenus les uns les autres. En plus. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement. Parce qu'on est tout petit. Je ne sais plus pourquoi je disais tout ça, excusez-moi. Par rapport à 2002 et l'Allemagne qui ne faisait pas ça en 2002. Et l'Allemagne qui était encore avec ses vieilles structures qui n'étaient pas mortes. Oui, de notre côté, le jeu vidéo se développe très fort et fait passer l'idée que jouer, c'est pas con, c'est pas que pour les enfants. Ils investissent en pub monstrueusement. Et nous, auteurs, on arrête de faire des jeux compliqués avec 2000 pions en se disant ça, c'est plutôt pour le jeu vidéo. Et moi, je me rappelle, en tout cas, je fais partie des quelques qui dit il faut faire au contraire des jeux simples où on se regarde, on se voit dans les yeux, etc. Des jeux que le jeu vidéo ne peut pas battre. Et que de faire des trucs avec... Alors, excusez-moi, mais de mon côté, je pense que de faire des trucs avec des pions, etc., des tonnes de machins, etc., je ne veux pas faire l'anticube en bois, mais moi, je préfère toujours y jouer sur un ordi, à ces trucs-là. Oui, mais comme toi, tu aimes jouer sur un ordi et pas moi, il faut bien qu'il y en ait pour moi. Bien sûr. Le monde mais ce que je veux dire, c'est que ça nous a forcé, et c'est plus le jeu vidéo qui nous a forcé à concevoir une autre manière de faire des jeux, déjà. Et je pense que nous, on apporte un truc que les Allemands n'ont pas, parce que les Allemands ont toujours Ravensburger, ont toujours les vieux systèmes qui restent.
Je veux dire, l'âge moyen en 90 d'un patron de boîte en Allemagne, c'est 60 ans, et l'âge moyen en France, c'est 35. Donc, il y a aussi une génération différente. Et les médias, ça va jouer plus tard. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est en 2002 que ça se construit. Alors en 2002... C'est en 2002 que ça se construit, c'est en 2002 que nous on s'installe, c'est en 2002 qu'on va à Essen, c'est en 2002 qu'on ramène les premières vidéos et les premières photos d'Essen et qu'on donne envie à tout le monde d'y aller. Mais la première fois qu'on est allé à Essen ensemble en 2002, les Français, il y en avait 20. Ouais. Mais là, il y a une grande compétence de Trick Track et notamment de Fall, c'est que Fall, abattant un boulot monstrueux pour le salaire éventuel de 10 personnes, personne ne peut faire ça. Et c'est autre chose. Oui, mais je pense qu'à ce moment-là, il s'installe une richesse de choses que tu trouves sur un site que d'habitude on ne trouve pas. C'est vrai que en 2002, on attend un article. Ah ben cette semaine ils n'ont pas fait d'article. Ouais. Non, mais tous les et là même, moi je dirais que j'en ai trop aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui Trick Track, si t'es pas venu depuis 3 jours, mais c'est vrai qu'en 2002, je crois que c'est la première vidéo d'Essen. Déjà en 2002, on faisait des Trick Track TV. Ça s'appelait pas Trick Track TV, des photos, mais on est venu photos, vidéos. Et forcément, ça a fait que ça a donné envie à d'autres. Ça a donné envie à d'autres d'organiser des événements, d'aller jouer dans des bars, d'organiser des rencontres. Parce que je me souviens que c'est 2002, 2003, c'est ces années-là où, avec toi, partout où tu allais, parce que tu allais partout à l'époque, combien de fois je suis venu dans ta voiture, parce que ça ne me coûtait rien, parce que je n'avais pas les moyens de payer, mais tu m'amenais appareil photo, on s'est retrouvés dans des festivals à l'autre bout de la France où il y avait 4 tables avec 12 mecs qui jouaient, et puis il y avait nous. Et on faisait des photos et on rapportait ça. Et puis au bout d'un moment, ça a donné des envies. C'est ce que je disais quand je disais la force des Et puis il y a des liens qui se créent. Bien parce sûr. que du coup, ça vous crée une crédibilité. Bien sûr. Machin, quand il a créé son festival, il t'a vu. Machin, voilà. machin. Et donc les festivals ont commencé à... Il y en a eu de plus en plus. Et des soirées de plus en plus. Et ça, où on y est allé en voiture avec toi pour la première fois, on était 20 Français, on a mis 600 photos. L'année d'après, il y avait 70 Français. L'année d'après... Oui, mais là, par contre, on a fait un effet que j'aime moins, c'est que les Français se sentent obligés d'aller à Essen, et moi, je ne comprends pas pourquoi on va à Essen au lieu de bouger pour un festival français. C'est notre analyse. Ça bouge aussi pas mal, le festival français. Ça va, tout ça va changer. Non, mais je parle d'un salon. On n'a toujours pas de salon. On n'a toujours pas un vrai salon français. Cannes, c'est pas mal quand même. Cannes commence à y ressembler. Alors, Cannes, oui, il ressemble. Mais on n'est pas en 2002. Cannes en 2002, c'est vraiment la Cannes en 2002, mais en 2002, Cannes, c'est pas. Non. Et voilà. Bon, écoute, on refera une autre émission, parce que ça fait déjà 1 heure, l'air de rien. Et qu'on a tous faim. Faut couper. On a tous faim. Il y a peut-être des questions quand même, non? Je n'ai pas regardé, en fait, il y a trop de décalage, donc les questions, tant pis, on fera un papier là-dessus, on reviendra. Parce que là, il est super tard, parce qu'en fait, on n'est que des pipelettes, tous ceux qu'on connaît. Et puis vous avez vu, on s'est mis à se parler fort les uns sur les autres. Et ça, c'est rigolo. Ouais. On revient là-dessus. C'est pas en 2002 que tu as ton aventure avec Robert? Merci Philippe. Merci Dr Mops. On va rendre l'antenne. C'était 2002, passé. On est parti un peu partout. La prochaine fois, on fait une année creuse. Ouais, où il n'y a plus grand-chose. Ou je ne sais pas. Parce que avant Magic. Tu sais, je peux t'en raconter sur l'AFPEJ et le jeu de l'année français de Cannes. Mais tu sais, il faudrait faire Magic, on peut le faire parce que moi, je suis boutiquier au moment de Magic. Écoute, on fera Magic, on fera Cannes. On fera 1206 l'année pour le jeu. On y va. Jenny Reich, et on va les manger. Jenny Reich.